Chahut Média. Dans les épisodes précédents, Under Pressure. David Bowie quitte Los Angeles pour s'installer en Suisse en 1976, sur les conseils de son comptable et de son épouse Angie. Claude Nobs, patron du Montreux Jazz, aide grandement à son emménagement en Suisse romande. Bowie réside d'abord avec sa femme et son fils à Blonay, un village du Haut-de-Vevey, dans un vaste chalet, le Clos des Mésanges. À en croire l'autobiographie d'Angie Bowie, tout dans ce qu'il voit en Suisse lui fait d'abord horreur. Au Mountain Studio de Montreux, Bowie mixe l'album Heroes en 1976, puis enregistre une partie de l'album Lodger, dernier volet de la prétendue trilogie berlinoise. début des années 80, Montreux. Au Mountain Studio, David Bowie s'apprête à enregistrer ou dessiner les lignes principales de 2 cartons commerciaux. Under Pressure avec Queen et Let's Dance en compagnie de Nile Rodgers. 2 tubes majeurs et parmi ses œuvres artistiques les plus conceptuellement faibles. Bowie n'y dit rien de bien intéressant, s'y montre complètement creux, et cela, ce saut de l'avant-garde au tout commercial, va lui faire vendre un nombre ahurissant de disques. Dans cet épisode, on va voir comment David Bowie a créé ces 2 œuvres à fond dans leur époque. Under Pressure, une création Chahut Média, David Brin-Lambert et Carole Harary, 5e épisode, David Bowie, une tuerie. Alors j'ai rencontré Claude par Minitel, j'étais étudiant en France, en informatique, et on s'est rencontrés à Paris, et puis quasiment immédiatement je suis arrivé à Montreux. Thierry Amsalem, président de la Claude Nobs Foundation, directeur de Montreux Sounds, compagnon de Claude Nobs. Il m'a présenté aussi son environnement qui lui tenait beaucoup à cœur, et c'est comme ça que quelques jours après, le téléphone sonne. Personne ne répond, je prends le combiné et c'est un certain David qui cherchait Claude. Et en fait, j'avais pas pensé que c'était David Bowie. Bon, c'était un 1er août et puis il voulait absolument, avec le groupe Queen, avec Freddie Mercury, monter au chalet pour voir les feux d'artifice depuis les hauteurs. Et Claude m'a immédiatement catapulté en France avec son bateau à moteur, que je n'avais jamais conduit, pour aller chercher un énorme feu d'artifice à Thonon-les-Bains. Et là, je rencontre un artificier qui m'avait fait peur parce qu'il était borgne et qui me présente des mortiers de 150. C'est vraiment des énormes boulets de canon. Et j'en prends 7 ou 8 avec les tubes. Il m'explique comment les planter dans le sol. Le groupe est arrivé et j'étais assez impressionné puisqu'il y avait tout le monde de Queen et puis il y avait David Bowie. Ils s'amusaient comme des gamins dans le jardin, et puis l'heure est arrivée du feu d'artifice, et ils m'ont réclamé des paires de lunettes de soleil. Il faisait nuit, et je me suis demandé pourquoi, et Claude m'a dit « T'as qu'à prendre les Lucky Strike qu'on a reçus au festival par un sponsor cigarette ». Et je leur ai donné les lunettes de soleil, tout cela parce qu'ils voulaient voir partir les mortiers depuis le sol à 15 cm. Que faisait David Bowie à traîner avec Queen ? En vrai, une affaire d'Englishman en ville qui composent ensemble un single devenu un succès colossal, Under Pressure. En revanche, personne n'est d'accord sur la bonne version à donner à cette histoire. Ils se sont rencontrés chez Claude. Lors d'un souper. Je pense que c'était vraiment Claude qui les a présentés. Alors, Vicky Voca, collaboratrice de Claude Nobs au sein de WEA, studio manager de Queen, aux commandes du Mercury Phoenix Trust. Maintenant, les versions diffèrent. Il y a des légendes autour de cette rencontre et de la manière dont ça a été enregistré.
y compris Brian May, qui lui se souvient que c'est lui qui avait proposé à Bowie d'aller faire quelque chose ensemble. D'ailleurs, lors d'une fondue ici, Claude lui dit... Il y a Freddie, il faut absolument que tu le rencontres. Il est au studio en train d'enregistrer. Claude persuade David d'aller faire un tour au studio. Et puis, quelques heures après, il retourne vers Claude en disant « Ça y est, c'est fait, on a composé un titre, Under Pressure, ensemble. » They didn't know they were going to create a track. They were just playing around together. But the music sort of... sounded good. Peter Freestone, assistant personnel de Freddie Mercury. So they decided, okay, let's actually think about sort of Queen et Bowie jammaient ensemble. Et la musique sonnait bien, donc ils ont décidé de rajouter des paroles et voir ce que ça allait donner. Ils n'avaient pris aucune décision sur ce qu'ils allaient chanter, c'était flou. Je crois que c'est David qui a dit un truc du genre Well, look, Freddie, you go into the studio. Freddie va dans le studio et improvise un truc qui collerait avec cette musique. Et après, ce sera mon tour. Ensuite, on écoutera ensemble et on bricolera un truc. Freddie a dit, OK, cool. And record what I feel goes with the music. And then we can play around with it, look at it. So Freddie went into the studio. Il est allé enregistrer sa prise sans savoir que Bowie se tenait en dehors de la salle, la porte entrouverte, afin d'entendre ce qu'il faisait. Quand Freddie a terminé, Bowie est revenu illico dans la régie. On est prêt ? Ok, je vais faire ma prise. Mais en gros, il a suivi ce qu'avait fait Freddie. Après, ils se sont mis ensemble pour travailler sérieusement le chant. And so then, they seriously got together to put the lyrics to create the vocal. Ah bah oui, mais le problème, c'est que mon bouquin dit ce que n'importe qui pouvait trouver tout seul. Jérôme Solini, auteur-compositeur, écrivain, journaliste, auteur de la biographie David Bowie, Rainbow Man, paru aux éditions Gallimard, 2020. C'est-à-dire qu'effectivement, le morceau existait déjà en grande partie, et puis effectivement, s'étant retrouvé de façon un peu arrosée, pour pas dire autre chose, en studio, c'est bien plus séduisant de dire oui, on a fait une jam et tout d'un coup ce morceau est apparu. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. N'importe quel musicien intelligent et normalement constitué vous dira qu'il n'y a pas un morceau comme Under Pressure qui apparaît d'une jam. Un morceau comme The Gin Genie pourrait éventuellement apparaître d'une jam, mais pas un morceau aussi tarabiscoté, aussi alambiqué que ça. Donc, le fait est que de toute façon, le morceau existait déjà, ça s'est prouvé, puisque même sur des coffrets de Queen, la version embryonnaire de Under Pressure, le morceau qui a donné Under Pressure existe. Donc, forcément que c'est plus séduisant de dire ils sont allés, puis ils sont improvisés, puis pouf, il y a ça qui est sorti. Plutôt que de dire, il y a un moment, il y en a un qui a dit, tiens, ce serait peut-être pas mal, on pourrait peut-être éventuellement réécouter celui-là à David, peut-être qu'on pourrait le terminer ensemble, et voilà, ce qui est déjà vachement beau, et ce qui ne retire rien à la qualité intrinsèque du morceau. David Bowie, are you here, man? Is he here? David, you here? Are you there, David Bowie? Yes. Under Pressure, c'est la blague. Prenez 10 témoins de cet enregistrement et vous aurez 10 récits différents. Tout ça pour raconter les dessous d'un titre boiteux, tarabiscoté comme pas possible, mais qui aura cartonné à sa sortie. À l'inverse, il n'existe que très peu de témoins des conditions dans lesquelles ont été créés Let's Dance, dont c'est les 40 ans de la parution cette année. Un succès monstrueux pour un album qui n'a rien à dire, mais qu'il dit quand même. On a retrouvé 2 artisans en première ligne d'un album dessiné à Lausanne, puis ensuite à Montreux. D'abord Nile Rodgers, arrangeur et coproducteur de la chose, et puis Erdal Kizilsey, futur bassiste attitré de Bowie, embauché pour l'enregistrement des démos de Let's Dance au Mountain Studio. I can give you almost the exact conversation. I walked in, I was with Billy Idol. Nile Rodgers, guitariste, auteur-compositeur, producteur, cofondateur du groupe Chic. He and I, we saw David at the same time. I walked over to David and I said, ce qui s'est passé, je peux vous restituer presque exactement ce qui a eu lieu. Je suis rentré dans ce bar à New York, j'étais avec Billy Idol, et lui et moi on a vu David en même temps.
Je me suis approché de David et je l'ai salué. Et tu sais que tu bosses avec certains de mes plus vieux potes, Luther Vandross et Carlos Alomar? Who sang on all the early Chic records. So I said, man, this is like my family. It's great. We started talking and right away. Il l'avait accompagné sur l'album Young Americans. J'ai dit, mec, ces gars, c'est comme ma famille. C'est génial. On a commencé à parler et tout de suite, on s'est mis à discuter des musiciens de jazz qu'on aimait. Je sais pas comment c'est arrivé, mais on s'est senti à l'aise très vite. Et puis, je pense qu'on a essayé de s'impressionner mutuellement. Voyons voir, qui est le plus cool des deux. Puis on a continué à parler d'artistes de plus en plus obscurs. Ok, tu aimes un tel ou un tel. Et ça devenait de plus en plus bizarre, mais on s'éclatait. You know, R&B, pop, dance music wouldn't necessarily be. Et j'imagine que lui aussi était surpris, pensant qu'un gars qui, comme moi, venait essentiellement de la musique pop, dance ou R&B, ne serait pas forcément fan de musiciens de jazz à l'avant-garde. Il a dû se dire, si je dois faire un disque pop, je devrais le faire avec un type qui a ce genre de sensibilité. I wasn't doing very well. I had 6 failures in a row. J'avais eu 6 échecs d'affilée, ce qui pour moi était étrange parce qu'avant ça, chaque disque que j'ai sorti était un succès. Mon dernier grand succès avait été avec Diana Ross, l'album Diana 1980. Et vous voyez, je viens d'un monde où vous vous investissiez dans l'album en entier. Donc juste pour avoir un tube ou 2 tubes, je réalisais tout l'album. Pour moi, un album, c'est comme un film. Et un single, comme une bande-annonce. C'est ce qui vous donne envie de regarder le film en entier. Let's Dance a été le plus facile des disques que j'ai réalisé de toute ma vie. 27 jours, du début à la fin, mixage et pressage compris. Lorsque nous avons terminé le dernier morceau, nous n'avons plus touché à l'album. Nous étions tous incroyablement sur la même longueur d'onde. « C'est magnifique, Nile », me répétait David. Il a passé pas mal de temps dans le salon à regarder la TV, puis il passait au studio disant « Waouh », puis retournait regarder la téloche. Et moi je me disais « C'est la plus grande marque de respect qu'on m'ait jamais donnée. » On n'avait pas de contrat de production alors, on était libre comme l'air. Je ne sais pas pour lui, mais moi, j'avais l'impression que c'était David et moi contre le reste du monde. Under Pressure. Nile Rodgers, cité dans David Bowie Alive de Dylan Jones, édition Ring, 2019. So what we had done is in New York, we listened to a lot of records. Nile Rodgers. And then we made tape recordings of those records. Quand on a décidé de travailler ensemble, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté énormément de disques ensemble à New York. Puis on a fait des enregistrements de ces disques, et on est parti en Suisse, se poser, et voir lesquelles de ces choses donneraient des idées à David. That what he played for me as the song Let's Dance, which he was really excited about. I was staying at his house over in Lausanne. Et là, la première chose intéressante qui s'est passée, c'est quand il est entré dans ma chambre, chez lui, à Lausanne, pour me jouer Let's Dance à la guitare 12 cordes. Ce titre l'excitait beaucoup. He started playing a song that sounded like a folk song. Now, I know a lot of folk songs that are hits. Ça ressemblait à un truc folk. Ça me paraissait bizarre de venir me jouer un truc aussi étrange. Et comme je savais que David comprenait le jargon de jazz, je lui ai dit « Hey David, ça te dérange si je fais un arrangement là-dessus ?» Would you mind if I did an arrangement on this song? And he said, no, fantastic. Et il a répondu non, vas-y, ce serait merveilleux. Now, I'm telling you this story because that's all I remember. Maintenant, je vous raconte cette histoire parce que tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai proposé de faire un arrangement de Let's Dance. Mais en vrai, j'ai réalisé tout l'album. The group Queen had a studio. Puis on est allé enregistrer les maquettes dans le studio du groupe Queen. 3 French jazz musicians. Et là, on a eu à notre disposition 3 musiciens de jazz que Claude Nobs avait spécialement fait venir pour nous.
whole album done. On est en bagnole, on est à Bienne. On a loué une bagnole pour aller rencontrer Erdal Kizilsey, ancien bassiste, notamment de David Bowie, et d'Iggy Pop aussi sur l'album Blablabla. Mais Bowie surtout, avec qui il a joué notamment sur les démos de Let's Dance. On a dit quoi sur l'album Never Let Me Down, sur l'album The Buddha of Suburbia, et aussi un peu sur l'album d'après, dont je me souviens jamais du nom. Voilà, on a 5 minutes de retard. En 1982, vous vivez à Neuchâtel et on vous appelle pour vous dire que Bowie est au Mountain Studio de Montreux avec Nile Rodgers et on a besoin d'un bass player. Absolument. Et on vous appelle vous. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle vous? Parce que à l'époque, à Genève, je faisais beaucoup de séances. Aquarius, studio Aquarius, c'était John Wolof, etc. Sébastien Santamaria. Erdal Kizilsey, multi-instrumentiste, collaborateur de David Bowie, Bienne. Et puis tout à coup, on m'appelle un jour depuis Montreux, et puis pour quelqu'un très très important, on va faire des démos. On vous dit pas que c'est Bowie? Non, parce que d'abord, je devrais être content avec le prix. Ouais. Et puis, il payait très très peu. Et puis, je dis non. C'était pour des démos. Oui, mais c'est quand même séance. Ça s'appelle une séance, quoi. Ouais, ça se paye combien une séance? À l'époque, c'était combien une séance? Normalement, 400 francs suisses. Et puis, pour 3 heures. Et quand vous arrivez au Mountain Studio, il y a qui? Il y a Bowie, il y avait Nile Rodgers, et puis il y a deux musiciens qui m'ont appelé, un de Yverdon et puis un de Bâle, mais le lendemain, ils ont dû partir parce que c'était pas assez bon. Ouais. Ok, et vous restez? Oui, voilà, parce que j'ai joué un peu tout, et puis David Richards, l'ingénieur de Mountain, et puis il a dit, Erdal, il joue tous les instruments. Expliquez-nous une session de travail avec Bowie et Nile Rodgers. On commençait vers 10h le matin et puis on finissait à 8h du soir. Et après, souvent, il nous invitait à manger. Et après, il partait. Et puis, le lendemain, encore, il était assez strict et puis discipliné, quoi. Mind you, it's 100 franc fine every time you go wrong, but that's okay, I think. This is James Brown Band. D'abord, j'ai joué les basses. Erdal Kizilsey. Il adorait. Et puis, deuxième morceau, je jouais comme Jaco Pastorius, Let's Dance. Ouais. Parce qu'on a fait 6 démos. Ça continue aussi Let's Dance. Première fois, c'est moi qui ai joué. Avec Nile Rodgers à la guitare. Et puis, moi à la basse. Et puis, Rhythm Machine. Et puis, quelques harmonies. Et puis, ça ici. Et puis, j'ai déjà oublié. Let's Dance, une affaire montreusienne, jusqu'au solo de guitare sur ce titre et sur d'autres de l'album Let's Dance, signé Stevie Ray Vaughan. Ici, l'histoire est connue et pour une fois, tout le monde est d'accord. David Bowie a bien découvert le guitariste texan lors de son premier concert à Montreux. C'était en 1982. Le lendemain, il venait le rencontrer. On a même appris où et comment. Franchement, moi, je connaissais pas Stevie Ray Vaughan avant qu'il ne vienne à Montreux. Nancy Ypsilantis, animatrice, productrice, radio-télévision suisse. Donc on est dans la salle, il y a ce type qui débarque avec des foulards, un chapeau genre cow-boy, avec une queue dans le genre David Crockett derrière, des bagues sur tous les doigts, une Fender, et il fait juste quelques accords un peu blues, et puis on se dit ok, je sais où je suis, et il part dans un solo, il commence le concert sans chanter.
juste avec ce solo de guitare qui était comme scaté à la guitare. Juste incroyable, extrêmement bavard, mais somptueux. Donc nous, on est là, c'est qui ce mec, c'est extraordinaire, enfin, transporté. À cette époque, à Montreux, il y avait le bar des musiciens, où il fallait tout le temps se bagarrer pour rentrer, et où beaucoup de musiciens venaient jamais. Le soir, après le concert, on va au bar des musiciens, il débarque avec ses Double Trouble, et il commence à jammer, mais jusqu'à point d'heure, et on voulait pas que ça s'arrête, c'était juste magique. Je sais pas si Bowie a vu le concert, s'il a vu les retransmissions, j'en sais rien, quoi qu'il en soit. Le lendemain, avec Gérard Sutter, on va faire un entretien avec Stevie Ray Vaughan dans le bar des musiciens, qui pue la fumée de cigarettes froides, la bière rance. Enfin, c'est sordide la journée. On est là, on commence à faire l'interview, puis débarque David Bowie et son fils, je crois, et qui vient se présenter à Stevie Ray Vaughan, et c'était un moment super émouvant parce qu'on était tous là, debout, moi tétanisée devant Bowie, que je trouvais beaucoup plus petit que tout ce que j'imaginais sur scène, et il fait venir une bouteille de champ, alors il nous tend à chacun une flûte. Je crois que Stevie Ray Vaughan était aussi très impressionné. J'ai appris par la suite qu'il n'aimait pas tellement David Bowie à ce moment-là, mais que, en discutant avec lui, il s'est rendu compte de la finesse et de la culture de cet homme. Et c'est là qu'ils ont décidé, ou qu'il a été invité, à venir jouer sur Let's Dance de David Bowie, avec ses riffs absolument sublimes. So Stevie Ray Vaughan's not playing on the Swiss demos. He's playing on a real record. Nile Rodgers. Well, Swiss demos took 2 days to do. Stevie Ray Vaughan ne joue pas sur les démos enregistrées en Suisse. Il joue sur le vrai disque enregistré à New York. Les démos suisses ont pris 2 jours. Et pour faire le vrai disque, il a fallu 17 jours du début à la fin. Faut jamais oublier que tout a été fait en une prise. Il n'y a pas 2 versions de Let's Dance. Alors peut-être qu'il y a une chanson qu'on a faite 2 fois, mais c'est comme ça qu'on faisait des disques à l'époque. Le seul qui a fait une overdub était Stevie Ray Vaughan et les joueurs de cuivre. Donc ouais, c'était juste un album de groove. Yeah, it was just a rhythm section groove album. I really love him as a person and as an artist. David was as tough as he tried to be. Je l'aime vraiment en tant que personne et en tant qu'artiste. David n'était pas aussi solide qu'il essayait de le montrer. Il voulait vraiment un disque à succès. Il essaie depuis très longtemps. Et quand il a finalement eu ce succès, c'était comme waouh, mon Dieu, maintenant je dois être cette chose immense pour tout le monde. Et je sais plus si c'est ce que je désire. To the world, and I don't know if I want to be this big thing to the world. Et plus Bowie a du succès, et plus il est malheureux. Et plus il est malheureux, plus il essaye de se réinventer. Sauf que cette fois, d'un album bancal à l'autre, sa réinvention tarde, tandis qu'il se tourne davantage vers la peinture. David Bowie, musicien vidé, collectionneur d'art brut et peintre amateur, on en parle dans le 6e épisode de cette série. C'était Under Pressure, une création chez Media. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de Superpose. Musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marushka Vidovic. Et création graphique Ramon Vallet. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière aux soutiens sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation philanthropique de Famille Sando,
Fondation Ernst Gönner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Nobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahut Média, chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.